ce que les gens me disent, c'est révélateur. Ou trois, ce qui pensent que la vie est finie et qui disent bah ça va, j'ai le temps, je vais faire ça plus tard, tu vois. Ouais, c'est de la prise de conscience à faire au quotidien, tu vois. Et ça fait plus de 10 ans que je fais ça, 10-12 ans. Bienvenue dans Oser réussir, le podcast qui décrypte avec toi les coulisses de la réussite d'entrepreneurs, de personnes, d'artistes ou de journalistes qui ont eu du succès, qui ont réussi et qui ont un parcours véritablement inspirant. Aujourd'hui, on est avec Gaël Régnier. C'est un entrepreneur en ligne qui a un parcours très enrichissant, très inspirant, qui vient avec nous décrire les coulisses de sa réussite, tout son parcours pour comprendre que pour vous aussi, c'est possible et va vous inspirer, vous apporter des éléments pour que vous puissiez vous aussi réussir à votre manière. Bienvenue dans Oser réussir et rendez-vous de l'autre côté. Salut Gaël, Salut Alexis. comment vas-tu? Je veux bien, je te remercie. Alors, tout le monde sait qu'on a un temps off avant. Je le partage assez souvent, moi, mes ressentis. Et j'avoue que Gaël, personnellement, est une personne qui m'inspire beaucoup. Il va découvrir pourquoi au fur et à mesure, de par sa spiritualité, son parcours. En général, j'ai tendance à présenter les gens autour d'une seule phrase, que souvent je canalise un petit peu, mais ce que j'ai juste envie de partager sur toi après de la communauté, c'est que pour moi, en fait, Gaël, c'est un grand sage, très, très connecté et qui a la puissance de ramener sa connexion au service du rationnel qui lui permet de développer un business qui aujourd'hui prend son essor, en tout cas prend un essor par rapport à ça. Mais je vous invite tous à le découvrir plus en profondeur parce qu'il a une puissance euh, et un calme, une sorte de calme intérieur qui, je trouve, rassure sur le marché et fait du bien aussi de voir une personne connectée et rationnelle. Voilà pour ma petite présentation. Si toi, tu devais te présenter en une phrase, c'est pas forcément un exercice facile, qu'est-ce que tu dirais? Et bah, déjà, je te remercie de cette introduction qu'on m'a jamais faite, donc j'en suis fort touché. Merci beaucoup Alexis. Euh, Moi, s'il y avait une chose en une phrase, euh, hors business, dans un cadre plus générique, j'imagine, Ce que tu veux. ce que je veux, moi, je verrais bien quelque chose sur les lignes de, je dirais, aventurier de la vie, tu vois. Ok. Genre aller à la conquête de ce qui se passe, aller découvrir, voir comment, tu vois, les différents aspects de la vie et notamment de l'entrepreneuriat fonctionnent, tu vois. Ok. Et, Ouais. euh, et ça, je le fais, bah, tu vois, au quotidien, aussi bien, comme tu le disais, dans les pratiques spirituelles, dans le business, dans revoir les émotions, toutes ces choses-là, moi, tu vois, qui me fascinent et qui, pour moi, font qu'un être humain est un être multifacette. Et c'est vraiment être curieux de tout et surtout remettre tout en question, tu vois. Ah, ça me fascine. Et je vais rebondir là-dessus. Je dis en gros de tout remettre en question. Je pense que c'est dans un sens très ouvert. Je veux dire, en fait, voilà, comment ça avance. Comment tu l'utilises ça, toi, au quotidien? Alors, soit dans ta vie, soit dans ton business, pour te faire avancer. Comment tu t'y prends, en fait? Mm. Euh, Bah, déjà, tu vois, c'est de se rendre compte que, déjà, la première question vraiment à se poser, c'est à qui est-ce que ça va bénéficier, tu vois. On vit dans un monde où il y a énormément de choses qui se passent. Il y a des mouvements qui se créent, il y a des mouvements qui se défont, et on nous a enseigné certaines choses. Et la question, c'est, OK, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ce qu'ils disent, quelle est l'intention qui est derrière ce qui est fait, et quel est, tu vois, à quel moment est-ce qu'un mouvement ou autre peut être corrompu? Et réussir à se dire, OK, OK, pourquoi est-ce que... Et le cas, hier, je discutais, tu vois, sur un podcast, et on parlait de nutrition. Et il y a quelque chose, moi, que je trouve assez extraordinaire, c'est quand tu lis, quand tu fais des recherches, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui vivent 120, 130, 140 ans, etc. Et tu te dis, OK, eux, ils arrivent à faire ça. Et nous, on nous bassine depuis des années en nous disant, voici le cadre dans lequel manger, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, quand tu vois la moyenne d'âge mondiale, c'est quoi? C'est aux alentours de 80 ans, on va dire. Enfin, je Mhm. pense, ouais, enfin, pas dans tous les pays, mais tu vois, en tout cas, genre en Ouais, bien Europe, c'est sûr.
c'est 80 ans. Mais quand tu te rends compte les conditions dans lesquelles les gens y sont, je parlais avec quelqu'un avec quelqu'un est quand même médecin. Il me disait globalement, les personnes vont mourir soit parce qu'elles vont avoir un problème avec leur cœur, soit parce qu'elles vont avoir un problème avec leur cerveau, soit parce qu'elles vont avoir un cancer, etc. Et en fait, tu te rends compte que ce qu'on nous a dit depuis des années nous permet de vivre jusqu'à 80 ans. Donc en fait, c'est de se dire, est-ce que ce qu'on nous partage sur la manière de s'alimenter est vraiment pertinent pour le bien-être du corps et pour sa longévité. Et en fait, c'est Ouais. un peu de retourner ça sur sa tête, tu vois. Et c'est de venir vraiment se dire, OK, ou sinon, si tu prends très simplement la pyramide de la nourriture qui a été créée aux États-Unis, résultat des courses, c'est quoi? T'as plus de, je crois que tu dois avoir un truc genre presque 50% de la population qui est obèse. Peut-être le moment de remettre les choses en question, tu vois. Et ça, en gros, je vois ce que tu veux partager. Et en tout cas, je comprends la dynamique. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que tu arrives à nous partager ta logique d'esprit, en fait, comment tu y vas. Euh, Est-ce que tu as toujours été comme ça, à avoir cette curiosité de remettre en question les choses pour avancer, en fait? Ou est-ce que c'était arrivé au fur et à mesure de ton développement? Toujours. En fait, depuis que je suis enfant, j'avais ça. Déjà, à l'école, je posais plein de questions. Ce qui m'a valu d'être. Tu vois, c'est ce que j'explique. C'est voilà, j'étais harcelé quand j'étais à l'école. Enfin, j'étais premier de la classe. Les autres enfants me tapaient dessus en cours de PS. Donc, je revenais à la maison, j'avais les épaules bleues, tu vois. Et même les profs, c'est limite, les profs me rabaissaient, tu vois. Parce qu'ils me disaient, ouais, arrête de poser, tu poses trop de questions, nanani, nanana. Et donc, du coup, pendant très longtemps, pour moi, poser des questions et remettre en cause euh, ce qui est dit par des autorités perçues, tu vois, je le faisais mal, je le cachais, tu vois. Mais Hmm. là, je l'assume, enfin, je le réassume de plus en plus. Et je me dis, bah non, en fait, tu vois, c'est OK, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est correct, etc. Tu vois, une des dernières choses en date que j'ai découvertes, c'est, et ça, je le recommande à tout le monde, c'est d'utiliser ChatGPT pour demander à quoi servent les médicaments et quels sont leurs effets secondaires. Et il y a une chose que j'ai remarqué en fait, avec un de mes parents qui prend des médicaments, c'est qu'en fait, le médicament 1 va résoudre le problème 1, mais il va avoir un effet secondaire qui doit prendre un deuxième médicament qui va résoudre le premier effet secondaire, et ça fait une chaîne comme ça. À la base, j'adore les maths, et donc je vois ça, c'est un peu comme des vecteurs, tu vois. Tu sais, c'est les Mhm. chaînes vectorielles. Et, euh, et tu te rends compte que certains problèmes que les personnes ont aujourd'hui, tu vois, je parle pour des personnes euh, de ma famille, une fois qu'on retire le truc qui cause le problème, bah, ils n'ont plus le problème en question. Et c'est assez extraordinaire, tu vois. Et en fait, c'est ça, voilà, allez consulter vos médecins, mais prenez conscience de ce qui se passe et comment est-ce que votre corps est, euh, enfin, ce qu'on met dedans, ce que vous mettez dedans, tu vois. Hmm. Ça, c'est extrêmement important, tu vois. Et aujourd'hui, donc, tu es aussi entrepreneur. Oui. En- Comment tu l'utilises, cette manière de remettre en question les choses, pour développer ton activité? Alors déjà, une chose, c'est par rapport à, tu vois, la source de clientèle. Tu vois, Ok, par exemple, tu vas avoir des canaux d'acquisition oui, et c'est de voir ce qui fonctionne pas. d'accord, ok. Et de se dire, tu vois, je te donne un exemple, moi, on m'a dit que voilà, faire de la publicité, ça fonctionne bien, faire de la publicité sur Facebook, c'est fantastique, tu as tous les clients qui sont sur Facebook, etc., etc., etc. Donc, on me dit ça, je tente. Après quoi, 3 4 mois et plusieurs milliers d'euros investis en publicité, j'ai pas vraiment de résultats plus ouf que ça, tu vois. J'ai dû arriver un petit peu plus de l'équilibre sur le D'accord. budget investi, tu vois. Donc, j'ai pas perdu, mais j'ai pas gagné de ouf, tu vois. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est que, c'est que nos derniers clients qu'on a onboardés, on a créé leur compte Facebook durant l'onboarding, tu vois. Donc, Génial. donc eux, ils sont pas sur Facebook. Et donc, Ok. en fait, quand les gens me disaient, mais si, ils y sont, c'est juste, tu les as pas assez bien trouvés, t'as pas fait les bons textes, t'as pas pris les bonnes images, la bonne vidéo, et si, et là, t'as pas mis assez de budget. Et moi, je dis, ouais, c'est correct pour toi,
Mais pour moi, les gars, ils n'ont pas de compte Facebook. Et en fait, c'est de venir remettre en question ça et toujours de se demander, OK, ça fonctionne peut-être pour toi, mais est-ce que ça fonctionne pour moi? Et c'est vraiment, tu vois, tu prends ce que tu vois, tu l'appliques à toi, tu en tires les enseignements, tu gardes ce qui est pertinent et puis tu retires ce qui n'est pas pertinent pour pouvoir avancer. Donc là, tu vois, à l'heure actuelle, je fais pas de publicité parce que bah, moi, ça me sert pas, tu vois. Mais je dis pas que j'en ferai jamais. Mais là, pour le moment, Mhm. c'est pas une manière qui fonctionne. Ok. Tu t'y es pris de la même manière pour développer ton activité? C'est-à-dire que, est-ce que tu as toujours fait ça? C'est-à-dire, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes. Alors, si je me trompe pas de ce que j'avais vu sur tes webinaires, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de créer des offres à la fois irrésistibles et pour vraiment. Moi, j'estime que c'est avoir une offre et un business à son image et à son énergie. Mhm. Euh, Après, ça, c'est ma lecture. Est-ce que tu as toujours fait ça? Ou est-ce que ton sens critique et de remise en question t'a permis d'en arriver là aujourd'hui? Ah, c'est le source critique qui m'a permis d'en arriver là, tu vois. Tu vois, c'est une succession de pivots et de tests que j'ai pu faire. Ok? C'est un de mes premiers mentors me disait, mais en fait, à Engel, il teste tout, il voit ce qui marche, tu vois. Moi, j'ai déjà Hmm. fait, tu vois, enfin, je me suis rendu compte que, enfin, j'ai commencé en faisant du présentiel, en faisant du réseautage, etc. Et là, D'accord. j'y reviens de plus en plus, tu vois. Et je vois que je suis très bon en réseautage. J'ai quasiment 50% de mon activité qui est générée par du réseautage. Et ce qui se passe, c'est que euh, quand j'ai commencé, que je faisais des webinaires, on avait un taux de succès client simple. Tous nos clients ont sorti leur webinaire. Ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de l'accompagnement ont sorti leur webinaire. Et en même temps, moi, je disais non à peu près 50% des prospects qui me D'accord. contactaient parce que eux n'avaient pas d'offre. Ok. Et donc, je me suis dit, bah, je vais résoudre ce problème d'offre. Et donc, j'ai commencé à le faire pour moi. Ensuite, j'ai commencé à le faire pour un autre client. Ensuite, j'ai des personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit, ouais, gars, je veux absolument faire un webinaire, etc. Tu vois, avant de faire le webinaire, si ton offre, elle est claquée, ça va pas convertir, tu vois. Et si tu n'es pas unique, si tu n'as pas un positionnement, ce que j'appelle moi le positionnement distinctif, si tu n'es pas perçu comme étant différent sur le marché, bah, tu vas faire partie du bruit de fond et les gens ne vont pas acheter. Et donc, en fait, de fil en aiguille, j'ai une première personne qui m'a fait confiance. Elle a fait premier webinaire, donc elle a doublé ses tarifs. Elle est passée de 3 à 6K dans des personnes qui Ok. sont. Ouais, c'est très très bien. Sur Un des petit double. personnes en plus. Quoi? Un petit fois deux. Ça, un beau fois deux même. Et surtout sur des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Ok, ouais. Tu vois, donc qui dit reconversion professionnelle dit, tu vois, ils n'ont pas encore un business qui tourne, tu vois, ils sont encore employés. Mhm. Et sur le premier Webi qu'elle a fait, elle a généré 18 000 euros de vente. Ok. Donc c'est très beau succès et ça continue encore jusque maintenant. Ce qu'on a fait il y a, ouais, ça va peut-être bien faire 2 ans maintenant. Elle l'utilise encore aujourd'hui. Donc en fin d'accompagnement, elle a déjà généré 18 000 euros et maintenant ça continue son activité continue à croître. Et elle utilise ce qu'on a fait. Et ça a toujours été des ajustements, des ajustements, des ajustements. Ok. Tu disais que tu avais fait plusieurs pivots. Ouais. Bon, pour tous ceux qui nous écoutent, moi j'estime que dans l'entrepreneuriat, on passe notre temps à faire des pivots. Soit ce sont des petits pivots de réajustement, soit ce sont des gros pivots de changement d'industrie ou de marché. Euh, Comment tu as osé en fait faire ces pivots? Est-ce que c'était dur? Est-ce qu'il y a des moments où tu te demandais qu'est-ce que tu étais en train de faire? Ou est-ce que pour toi ça a toujours été simple? Euh, ça, disons, plus j'avance et plus c'est simple. Ok. Tu te souviens de ton premier pivot? Ouais, le premier, il était assez facile. Le premier, c'était passer du marché anglais au marché français. D'accord, ok. Toi, tu as Ou en fait fait, l'inverse. ouais, c'est quand j'étais en Angleterre, donc j'étais chez les Anglais pour faire du copywriting, mais les Anglais me disaient que mon anglais n'était pas top pour eux, donc Ok. c'était laborieux. Et puis après, je suis passé sur le marché français. J'avais déjà des clients, les clients venaient à moi, donc là, j'ai mis toutes les voiles sur le marché français. Ok. Et ensuite, tu vois, c'est passé à ça. Et donc, je suis passé à ça. Après, je me suis dit, bah, moi, c'est bien, mais avoir d'autres personnes avec moi, je vais en prendre. Donc, pendant un moment, j'étais dans l'optique de créer une agence de copywriter.
je me suis rendu compte que staffer des copywriters, c'était du boulot, tu vois, et que c'était Mhm. pas moi ce qui me plaisait vraiment, tu vois, j'étais à peu près à trouver un bon copywriter pour 10 personnes testées. D'accord. Donc, c'était pas mal. Plus après, tu vois, quand ça fluctue, etc. Donc, c'est pas mal de taf administratif en plus du copywriting. Premièrement. Deuxièmement, donc ça, ensuite, je suis passé, je faisais des revues. Un jour, j'ai fait un webinaire pour un client en copywriting. Oui, je crois qu'il avait fait en un webinaire l'équivalent de ce qu'il faisait avant en un mois, tu vois, D'accord. deux webinaires. Donc, lui, il avait kiffé. Et donc là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Une deuxième personne m'a demandé un consulting. Une troisième. Et là, ils étaient contents. Donc là, j'ai pivoté sur les webinaires. Et donc là, j'ai eu fait, tu vois, du copywriting pour eux, etc. Ouais, et ça, c'était assez fluide, tu vois. Ça restait dans la même thématique du webinaire. Mais c'est quand je suis Ok. passé des webinaires à l'offre. Parce que j'étais arrivé où j'avais déjà mes offres de webinaires qui sont prêtes, qui ont été vendues, qui sont structurées, etc. À passer à l'offre. Tu sais, tu as un peu, enfin, cette phase de transition où tu as le cul entre deux chaises, où d'un Mhm. côté, tu as l'ancien qui est encore là et tu dis, ouais, c'est quand même dommage que je le fasse pas. Tu as tes potes qui me disent, ouais, mais tu es quand même bon en webinaire, ce que tu fais, c'est intéressant, ça aide, tu as eu des bons résultats, moi j'aime bien, nanani, nanana. Et donc, tu fais un petit peu les deux, mais tu te rends compte quand tu fais un peu les deux, tu n'en fais jamais un vraiment à fond. Et comme ça m'a fait perdre, tu vois, franchement, 4-5 mois, tu vois. Ok. En me disant, bah, je vais faire au mois, je te donne un exemple. En août, je vais vendre le webinaire. Au mois de septembre, je vais vendre l'offre. Après, je refais le webinaire. C'est pas un truc qui marche, tu vois. Donc, et ça a été de dire, un jour, j'ai dit, bah, j'arrête les webinaires et je me concentre à fond sur créer des offres, tu vois. Est-ce que c'était simple, ce changement? Parce que j'ai la sensation, en tout cas de ce que tu partages, c'est que tu as mis du temps à faire un choix entre les deux. Parce qu'il y avait Mhm. En fait, toi, la particularité de ton pivot, qui est, je pense que émotionnellement et psychologiquement peut être plus dur, c'est que tu es passé de quelque chose qui fonctionne pour quelque chose qui pouvait fonctionner. C'est-à-dire Mhm. que parfois on fait des pivots parce on voit bien que en termes de traction, en termes de signature, on signe pas tant que ça, et on est amené à pivoter, soit parce que le marché évolue, soit parce que nous on évolue. Toi, tu as été amené à faire un pivot alors que ton produit d'avant fonctionnait déjà. Enfin, il fonctionnait, tu vois, je disais quand même non à 50% des prospects, tu vois. Ok. Donc, tu t'imagines, c'est avant même que le gars il me dise, me donne sa décision, moi je lui disais, on peut pas travailler ensemble parce qu'en général, il y avait trois raisons principales. Il n'avait pas une offre qui vendait, Mhm. il n'avait pas de témoignage Ok. et en fait, il n'avait pas de traction. Et non, il n'avait pas de budget pub à mettre dans le webinaire. Donc, c'est d'où vient l'attraction. Donc, pas Mhm. d'offre qui fonctionne, pas de témoignage sur le fait que l'offre a bien fonctionné, enfin, que le produit avait les résultats promis. Offre et produit, c'est deux choses dites différentes. Pour en revenir dessus si tu veux plus Ouais, ça tard. marche. Et il n'avait pas de budget pub. Donc, tu vois, quand j'avais des gens qui venaient me voir et qui me disaient, ouais, je compte faire un webinaire pour vendre mon truc, et je dis, et un webinaire tous les combien? Je dis, ah non, juste un webinaire. Je dis, ouais, disqualifié. Et je lui dis, t'as eu combien de clients, t'as eu combien de témoignages? Je dis, ah, j'ai pas encore de témoignages, les gens ils sont en train de le faire. Ça sert à rien de venir. Enfin là, le webinaire, c'est pas le bon moment. Le webinaire, en fait, c'est un amplificateur. Et si toi, tu l'as pas encore testé, si t'as pas encore un produit, une offre qui fonctionne déjà, sans forcément le passer par webinaire, si tu vois qu'il y a un besoin dans le marché, le webinaire, c'est un peu, tu vois, tu vas mettre du feu sur un truc qui marche pas, donc ça va faire plus de ce qui marche pas, donc toi, ça va te frustrer. Et donc, là, tu vois, j'ai mis un terme à ça pour passer vers une offre où là, maintenant, on a, tu vois, les derniers calculs qu'on a fait, on a un taux de succès client qui ont fini avec, on crée une offre qui est unique pour eux sur leur marché à plus de 95%. Et là, on a quelque chose comme ouais, facilement plus de 60% de nos clients qui ont vendu dans les 2 à 3 mois après l'accompagnement. Et là, on en a pas mal qui ont vendu durant l'accompagnement même. Ok. Et ça, tu vois, quand tu prends ces stats-là sur le marché, enfin, le marché de l'accompagnement et de la formation, c'est un truc. Enfin,
T'as Ouais, tout à fait. 90% des gens qui soit ouvrent pas la formation, soit ils finissent pas le premier module, tu vois. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est, c'est assez intéressant de voir ta réflexion sur finalement ce pivot et cette manière de développer ton activité. Et aussi alors je trouve que c'est une magnifique remarque aussi sur le marché actuel euh, de personnes, en tout cas de ce que je vois, qui n'arrivent pas à voir finalement les séquences qu'il y a à mettre pour vraiment construire une entreprise qui va être pérenne. Toi, tu as des personnes qui venaient te chercher pour faire un webinaire alors que l'offre n'était pas forcément construite ou pas opérationnelle, on va dire. Et c'est assez marquant de voir ce que tu nous partages par rapport à ça. Et aujourd'hui, toi, alors, tu nous as dit qu'en fait, tu avais fait un pivot par rapport au passé de webinaire à l'offre. Donc, j'imagine que du coup, tu as dû intégrer peut-être les webinaires aussi dans le principe de ton offre Oui, aujourd'hui. oui. Donc, ouais, donc quand je dis l'offre, c'est qu'une partie, tu vois, c'est la première brique, tu vois. Mais on aide les entrepreneurs à mettre en place des systèmes d'acquisition pour leur entreprise. Donc, au-delà de l'offre, on met en place, tu vois, des processus de vente qui va mixer du digital et de l'humain, ouais, et de l'humain. euh, Ok. pour, Quand tu dis humain, c'est la présentiel ou vidéo? Comment ça se passe? c'est comment en fait, ce qui se passe, c'est que le business, pour moi, c'est pas uniquement du digital. C'est également comment on veut venir contacter les personnes, créer des relations avec eux, les appeler. Tu verras à quel point tu surprends les gens quand tu les appelles. Euh, et en fait, et tu les surprends dans le bon sens du terme. Tu vois, ils se disent, ah, il m'appelle, qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Et, euh, et en fait, c'est c'est comment utiliser la technologie pour créer ces relations. Ok. Et quel processus mettre en place et comment relancer les personnes. Tu vois, je te donne un exemple concret. J'ai un de mes clients euh, qui est qui lui donc qui fait euh, pour donner du contexte. Donc lui, c'est pas le type de client que j'ai habituellement. Il est dans l'artisanat D'accord. et en suivant le process donc de suivi client, le processus commercial dont on a parlé, qu'on a mis en place pour lui, ça lui a permis, tu vois, de générer une vente à 94 000 euros. Ok. Et si je dis ça, c'est quelque chose qui est valable, tu vois, pas que dans son industrie à lui, mais qui est valable à travers différents types de business, tu vois. Et très souvent, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Tu as beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont focus sur, eh bien, générer des nouvelles connexions, des nouveaux prospects, mais qui ne s'occupent pas de développer leur portefeuille prospect déjà dans un premier temps, et encore moins clients. Donc, qu'est-ce que ça Hmm. veut dire? Ça veut dire qu'ils vont euh, eux, en fait, ils vont aller de prospect en prospect sans faire de relance. Donc, je dirais, il n'y a pas de profondeur dans leur démarche commerciale. Et nous, pour moi, ce que je propose, et c'est en fait d'aller chercher cette profondeur dans la démarche commerciale qui fait que la personne, en simple, les stats, c'est une vente se fait entre 7 et 12 appels. La majorité des entreprises s'arrête à 2 appels. Donc, à partir du moment où tu fais un peu plus que la moyenne, tu as les résultats différents de la moyenne. Et ce qui se passe, c'est que tu vois, tu as des personnes qui vont avoir des listes mail de 500, 1000, 2000 personnes, voire plus. Ils leur renvoient des messages, mais il n'y a pas de communication qui va dans les deux sens. Ils ont des réseaux sur LinkedIn qui sont énormes, mais hormis leur pitcher leurs offres et leurs affaires, il n'y a pas de relation qui a été créée. Et donc, moi, ce que je mets en place, c'est oui, tu continues à faire ton développement. Donc, ça, c'est un truc qu'on met en place, qu'on garde pour toujours euh, avoir, je dirais, bah, de l'afflux entrant. Mais c'est aussi en Mhm. parallèle comment venir développer ce que tu as déjà et prendre soin de ce que tu as déjà. Et c'est, tu vois, vraiment cet équilibre-là à trouver. Et tu te rends compte, moi, tu vois, c'est un truc que je trouve extraordinaire. Là, tu vois, entre juillet et août, on est je crois, on doit être à un truc genre plus de 1600 personnes contactées. Et Ok. dedans, on trouve des pépites, tu vois. Il y a des pépites de personnes absolument extraordinaires qui sont dans mon réseau, mais que, voilà, on a peut-être eu un échange une fois,
et c'est tout. Et là, voilà, du coup, donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bah, ça a créé des liens, des opportunités de collaboration, ça a créé des podcasts potentiels, un petit peu comme ce que tu as fait également, tu vois. Donc, c'est ça, tu vois, c'est quand tu arrives à comprendre ça que tu peux voir ton entreprise vraiment différemment. Et là, j'ai regardé les stats, ça, c'est quasiment 1800 messages envoyés. Ok. Quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'en gros, c'est toutes plateformes confondues, mail intégré. Non, c'est que LinkedIn, ça. Ok, d'accord. Pour les plateformes, tu vois, par mail, mais en fait, ce qu'on commence à mettre en place de manière plus rigoureuse, je dirais, c'est le suivi par rapport au mail, où en fait, il y a un truc qui m'est apparu évident et que je faisais pas encore une fois, c'est dans cette quête d'aller chercher cette relation. C'est que comme depuis quelque temps, on prend systématiquement les numéros de téléphone des personnes qui sont inscrites à nos webinaires, Ouais. bah, en fait, je me suis dit, mais et on, et on leur envoie des emails de manière régulière. Je dis, mais en fait, pourquoi tu vas pas recontacter les personnes qui ont le plus ouvert tes emails? Ok. Tu voudrais dire par message, ou Ouais, un petit par appel téléphone, tu vois, ouais. pour Ok. créer ce lien avec eux. Et ça crée enfin, jusque-là, alors, je sais pas si c'est la chance comment ça s'appelle, du débutant ou quoi que ce soit, mais sur les premiers appels, ça se passe extrêmement bien, tu vois, sur cette campagne-là. Ok. Ça, c'est super intéressant. Euh, Dans ton parcours, tiens, une petite question pour mettre tout le monde à peu près sur le même niveau. Ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? 7 ans. 7 ans. Ouais. T'as commencé dans les webinaires ou non, t'as commencé dans le copywriting ou t'avais fait un truc encore avant? Copywriting. Ok, Moi, enfin, d'accord. alors, avant ça, moi, j'étais revendeur d'une solution qui s'appelait Infusionsoft, Ok, qui est un logiciel, en gros, un CRM équivalent de Active Campaign pour les gens qui connaissent. ok, d'accord, ok. Donc t'as fait ça. T'étais déjà à ton compte? Non, j'étais encore employé, donc je T'étais bossais. encore employé. En fait, à la base, je suis ingénieur informaticien. Ok, Tu vois, à l'âge de 22 ans, je bossais chez Microsoft. ok, À l'âge de 25 ans, j'ai envoyé un premier satellite. ok. J'adore. Ap- Et après, j'ai bossé pendant 4 ans dans le leader mondial de la relation client dans l'hébergement de serveurs et de sites Internet. Ok, Et pendant ce temps-là, en fait, j'avais eu une phase de transition où bah, j'avais lancé mon entreprise pendant sur ma dernière année en tant qu'employé. ok. Donc 7 ans d'entrepreneuriat, c'est quoi ton pire échec dans ces 7 ans? Est-ce que il y en a un qui t'a marqué plus que l'autre? Ou est-ce que tu as eu la sensation peut-être de pas en avoir? Je sais que Gaël est quelqu'un de très connecté. Et des fois, plus on est connecté, c'est pas qu'on n'a pas d'échecs, c'est juste que la manière de les vivre, on a une tendance à se relever assez vite de ça. Donc, est-ce que tu aurais un Ouais, échec qui t'a marqué en particulier? ça, c'est une très bonne question, ça. Tu vois, je dirais pas que c'est un échec en tant que. Enfin, Ah, vas-y, tu vois, vas-y. Enfin, c'est pas genre un. y a- J'ai pas un truc, tu vois. mhm. Mais c'est plus, tu vois, des séries d'apprentissages que tu vas voir le long du chemin. Je pense que si je devais résumer, c'est de me dire que ça n'a pas été aussi fluide que ça aurait pu l'être et c'est de ma faute, tu vois. Enfin, c'est pas de ma faute, mais c'est de ma responsabilité. Ok. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière d'entrepreneur, je sais pas, un événement précis où tu t'es dit, tiens, là, là, je rentre dans le dur. Dans le dur, ce que ça veut dire? Bah, tu remets en question, quitte à te dire, bah, du coup, j'arrête l'entrepreneuriat, par exemple. Ah, Tous les jours. pas vraiment, tu vois, très franchement, enfin, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est que pour moi, c'est le plus bel outil de développement personnel, tu vois. Parce que ça te met face à ta réalité et tu as deux options, c'est soit tu la regardes pas, soit tu la regardes et si quand tu la regardes, soit tu fais rien, soit tu fais quelque chose à propos de ce que tu vois. Et moi, j'ai choisi de faire ce que je voulais, enfin, d'agir par rapport à ce que je voyais. Et ce qui a été intéressant dans un premier temps, c'était pas une bonne idée parce que je faisais plus de développement personnel que de développement business.
Ok. Donc, c'était bien pour moi, mais l'entreprise, elle était pas, enfin, elle grandissait pas comme je le voulais. Et c'était Mhm. en ayant une conversation avec un gars dans l'avion qui était entrepreneur qui m'a fait switcher. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faudra aussi que je mette la casquette de businessman et pas que de dev perso. Et donc, ça c'était un bon point de pivot. Et puis ensuite, ça a été aussi, tu vois, c'est genre des échecs, je dirais pas que c'est le mot, mais c'est plus des déconvenus. Donc, Ok. genre, t'as un gars qui signe, je me souviens très bien, j'étais à Lille, j'ai quelqu'un, voilà, je l'ai au téléphone. C'était en gros un de mes plus gros contrats annuels que j'avais signé. Et il signe le vendredi suite à un oui, oui. Il signe, là, donc je dis c'est parfait, j'envoie le contrat. Et dans le week-end, il me dit ouais, je signe pas le contrat, rembourse-moi. Ok. Juste pour avoir un ordre d'idée, c'était un contrat à quel type de somme? On était dans les, je crois, dans les 5 chiffres, entre 10 et 12K, je pense, un truc comme ça. Ok, d'accord. Donc ça fait du bien la trésorerie. Ça fait du bien à la trésorerie. Ouais. Ok. Il y a- Alors déjà, je voudrais te remercier sur un truc, c'est que moi j'aime bien dans ce podcast aller chercher quels sont les échecs qu'on peut avoir vécus et comment on les a transformés. Et toi, il y a quelque chose qui est assez marquant et qui est, je pense, marquant aussi chez beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à aller beaucoup plus haut et à avoir pris cette casquette aussi de businessman, c'est tu parles de déconvenu, tu parles en gros de remise en question. Et ce qui marque énormément dans tout ce que tu me partages, c'est que tu prends ta responsabilité à chaque fois. Et j'ai la sensation quand du coup, au lieu de te dire, bah, du coup, j'ai vécu un échec et qu'est-ce que j'en fais, tu dis, en fait, voilà, il y a des choses que j'ai fait qui me rendent peut-être pas service, c'est de ma responsabilité et donc j'avance. Et est-ce que dans cette dynamique où tu te dis, euh, comment tu le vis toi personnellement, quand tu te dis, c'est de ma responsabilité? Est-ce que tu t'en veux? Est-ce que tu... ou alors, est-ce que tu te dis, bah, ok, c'est comme ça, je continue d'avancer. Ouais. Quand je me dis c'est de ma responsabilité, il y a deux choses qui se passent. C'est savoir où mettre le curseur. Ok. Parce que soit je vais mettre le curseur à fond, ok, qu'est-ce que c'est que moi je n'ai pas fait du tout, que j'aurais dû faire différemment pour que. Et là, en fait, tu te rends compte, enfin, faut aller- c'est quelque chose qui va loin, tu vois. Quand tu as quelque chose qui se passe de manière très fluide, ça c'est quelque chose, tu vois, sur lequel j'ai bossé et je suis encore en train de, de travailler dessus, de l'introspecter, etc. C'est motoriser la facilité, la fluidité, tu vois. Et je me dis, ok, si lui, il a signé et qu'après il m'a dit non la semaine qui a suivi, ok, elle où ma responsabilité par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, oui, il a certainement certaines choses, j'ai des choses à réparer, à changer, à améliorer, etc., etc. Mais il y a lui aussi, il a certaines choses qui sont passées de son côté. Mais il y a aussi, ok, qu'est-ce qui fait que quand moi, je, euh, une transaction se passe de manière trop simple, qu'est-ce qui fait que je vais la saboter, tu vois? Et en fait, c'est de commencer à prendre cette vision méta et de se dire, il y a un truc là qui s'est passé, et en fait, le résultat est différent de mes attentes. Alors, la première chose à dire, c'est est-ce que tes attentes sont vraiment tes attentes ou est-ce que c'est des attentes que tu penses avoir, mais qu'en fait, tu te mens à toi-même. Hmm. Ok. En, en d'autres termes, c'est tu te dis, où est-ce que tu as cette vision que tu es X, que tu es voilà, un mec qui veut que ce soit fluide, mais en réalité, c'est pas le cas quand tu creuses vraiment. Et tu vois, il y a besoin d'une certaine humilité pour se dire, bah, en fait, je me mens à moi-même. Hmm. Et ça, c'est des process qui sont psychologiques qui se passent très très vite et tu t'en rends pas forcément compte juste comme ça. Tu vois. C'est d'où l'importance de se faire coacher, de se faire accompagner, tu vois. Parce que Ouais, je te rejoins là-dessus. ça te permet de mettre les choses en perspective et de te sortir un peu des histoires que les entrepreneurs et les gens en général se racontent, tu vois. Hmm. Très juste. Alors, déjà, moi, je suis fasciné par tout ce que tu me partages et je voudrais revenir sur quelque chose que tu nous as partagé tout à l'heure. Il y a quelques minutes, tu as dit, en fait, tu es passé de l'entrepreneuriat, entre guillemets, dev perso Ouais. et spirituel, je pense. Je pense qu'on peut tout mettre dedans, mais à la casquette de businessman. Alors moi, ça me questionne beaucoup.
parce que je sais que moi j'ai cette dynamique et un peu cette boulimie-là de la compréhension de l'univers, du développement personnel, tout ce qui se passe dans notre tête et dans les énergies. Donc je pense que j'ai un peu ça. Et la question que je peux te poser, c'est qu'est-ce qui t'a fait switcher et te faire prendre ta casquette de businessman? Parce que je sais qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, notamment les personnes qui peuvent écouter le podcast, qu'ils soient avancés ou non, qui sont très dans le côté, j'utilise l'entrepreneuriat pour me développer, mon développement personnel et autres. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, tiens, en fait, il faut aussi que je mette ma casquette de businessman. Ok. Alors, c'est en parlant avec cette personne-là dans l'avion. Ok, C'était un restaurateur de Londres. Et en fait, c'était quand concrètement je regardais les résultats que je créais dans mon business, c'était pas là où je voulais qu'il soit. ok, Et je me suis dit, OK, il y a un truc à ajuster. Et je me souviens que je me répétais tout le temps, ouais, ça me permet de me développer, de me développer. Alors oui, certes, c'est important de se développer, mais c'est pas soit tout l'un ou tout l'autre. Et c'est en fait, ça a été, tu vois, c'est un peu le reality check, comme on dit en anglais, euh, qui c'est, bah, en fait, arrête de te raconter de la merde et vois ce qui se passe vraiment pour que tu puisses avancer, tu vois. ok. Et qu'est-ce que ça a changé après, du coup, dans tes attitudes, ton comportement et dans ce que tu as mis en place dans ton business? Ça portait de la structure, tu vois. Ok, tu aurais un exemple de où en était ton business en termes de structure à l'époque et qu'est-ce que tu as amené comme modification? Euh, Certainement, il faut que j'y repense un peu parce que ça fait quand même 7 ans, tu vois. Euh, En fait, on va prendre, tu vois, genre répartition du temps. Ouais, En répartition du temps, en fait, c'était. Et je pense que c'est nécessaire aussi, tu vois. Mais en fait, c'était, je sentais de la charge émotionnelle, allons, on va dire peut-être 3-4 heures par jour, tu vois. Et en fait, tu sais, c'est genre, ça fait de la fatigue, c'est intense, le taf, il est pas aussi fluide que ce qui pourrait être, et tu as l'impression, tu vois, de traîner un boulet. Donc, en termes mhm. de structure, c'était très j'y vais à fond, j'arrête, j'y vais à fond, j'arrête, j'y vais à fond, j'arrête. Et ça pouvait se passer soit sur des semaines ou soit sur des journées, enfin, sur une journée ou D'accord. deux. Tu vois, genre, j'étais obligé, il y a certaines fois, ça m'arrivait, je devais genre faire des 3 siestes dans la journée, tu vois. Ok. Tellement c'était intense, tu vois, pour me calmer. Et donc ensuite, petit à petit, j'ai commencé à mettre de la structure, de la structure, de la structure. Et là, je vois maintenant, c'est quand même un gros avantage où quand je suis amené à lancer quelque chose, tu vois, pour reprendre l'exemple de l'offre, là, le, Mhm. le produit est structuré, le marketing est structuré, ce qui fait que quand je lance et que je relance, je pars pas de rien, tu vois. Alors qu'avant, c'était un peu, j'avais l'impression que, je pense que la meilleure exemple, c'est avant, j'avais l'impression d'être bloqué en première dans la voiture Ok. et que je faisais tout le temps point mort, première, point mort, première, point mort, première. Alors que là, vu que j'ai des process qui sont en place maintenant, c'est genre j'ai découvert de nouvelles vitesses sur la boîte de vitesse. J'ai une base Ok. qui est en place. Et en fait, c'est rigolo, j'en parlais hier avec mon coach. C'est à la place de vouloir chercher autre chose, une nouvelle façon de faire, c'est Mhm. comment est-ce que j'approfondis ce que j'ai déjà et ce que je fais déjà. Ok. Bah, je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vision des choses, notamment sur le fait d'accueillir plus de clients, de faire plus d'argent, de fait de prendre cette casquette de businessman? Ou est-ce que tu l'avais déjà et ça l'a juste amplifié grâce à la structure? En fait, tu vois, moi, je suis né dans une famille de vendeurs et d'entrepreneurs. D'accord. Mes deux parents sont vendeurs. Mon oncle est entrepreneur, il fait les marchés. Son fils fait les marchés. Mon beau-père avait une entreprise d'informatique. Mon père avait 3 magasins du côté de Troyes dans l'Aube. Enfin, à Troyes même. Ok. Non, autour de Troyes. On n'était pas dans Troyes. Était un pour Sainte-Marie et deux à Saint-Julien-les-Villas. Autour de Troyes. Pour la précision pour les Troyens et les Aubois Ça marche. qui nous écoutent. Dites-nous en commentaire si ça vous va. Si ça vous va mieux. Et, euh, et j'ai toujours eu cette fibre-là, tu vois, pour te donner un exemple en termes de copywriting, quand j'étais jeune, hein. J'avais peut-être 11 ans ou 12 ans,
j'avais écrit un prospectus, donc c'est le dos d'un prospectus qui était distribué dans le centre où mon père opérait, avec un de ses magasins, où c'est simple, tu as deux grands centres à trois, t'as un, ça s'appelle MacArthurGlen et l'autre c'est Marc Avenue. Et il Mhm. était du côté de Marc Avenue dans un autre truc qui s'appelait le boulevard des Marques, si mes souvenirs sont bons. Et j'avais écrit ce prospectus et genre, je reviens 15 ans plus tard, c'est le même texte. Et là, je me dis, putain, j'avais quoi, peut-être 11 ans, 12 ans à tout casser quand je l'ai écrit. Et je me souviens, il m'est arrivé du soir au matin, bim, genre téléchargement, voilà ce qu'il faut que tu écrives, tu vois. Et ils ont retouché aucun mot de ce que j'avais écrit. J'étais impressionné, tu vois. Et donc, tu vois, donc j'étais entouré d'entrepreneurs. Donc, pour moi, c'était, tu sais, c'est un peu genre, j'ai cette casquette parce que de mon entourage, et souvent, tu as des gens qui se plaignent et qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai pas un entourage d'entrepreneurs. Ok. Mais tu vois, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que même si tu as un entourage d'entrepreneurs, de vendeurs, etc., tu as d'autres enjeux qui sont présents, tu vois. Tu as des enjeux de compétition, tu vois, je suis très compétitif, tu vois, dans tout ce que je fais. Hmm. Tu as tous ces aspects-là qui rentrent en compte en ligne de mire et qui sont importants à prendre en considération. Ok. Est-ce que ta casquette de businessman t'a poussé aussi à chercher à accueillir beaucoup plus de clients, enfin, en tout cas plus de clients, avoir plus d'impact, ou est-ce que tu as été le genre d'entrepreneur qui est capable de se dire, mais en fait, voilà, je rentre, je sais pas, 20 clients, et une fois que c'est fait ça, j'arrête, ou est-ce que tu es en croissance continue? Alors, moi, j'ai cette désir de croissance continue, tu vois. Ok. Et c'est limite, je veux dire, tu sais, c'est un peu un truc à double tranchant. C'est que j'ai cet esprit compétitif où je me dis, OK, je vais rentrer plus de clients, tu vois, plus. Mhm. Mais le truc, c'est d'apprendre à être satisfait avec ce que j'ai dit. En fait, c'est apprendre à avoir ces deux aspects d'être, bah, c'est OK, Mhm. ça va. Mais par contre, enfin, j'ai aussi ce désir d'expansion, de développement. Ok. Juste pour synthétiser ce que je lis à travers tes lignes, c'est en gros, c'est avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà, entre guillemets. Ouais, C'est-à-dire que te dire, ok, ce que j'ai acquis, c'est bien, et j'ai de la reconnaissance du fait d'avoir acquis ça. Par contre, moi, j'aime bien aller toujours plus loin, toujours plus haut. Ça? c'est ça. Et c'est se rendre compte, tu vois, d'année en année, quand tu as atteint certaines choses aujourd'hui que tu n'avais pas il y a 2 ans, mais que tu dis, ouais, il y a encore un truc qui manque, tu vois. En fait, et c'est assez, là, je dirais, contre-intuitif de voir que, bah oui, bah là, on est bien avancé par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. Et en fait, et conscientiser bah, cette progression, cette avancée, tu vois. Ok. Aujourd'hui, en termes d'entreprise, alors je ne sais pas si tu as plusieurs offres. C'est quoi l'échelle où se situe le chiffre d'affaires de ton entreprise, juste pour la situer? Après, je sais que tu as des offres qui peuvent être plus ou moins tarifées en termes de valeur. Est-ce que tu es plutôt au-delà de 100K, au-delà de 500, ou est-ce que tu peux nous donner le chiffre exact? Je sais pas, après, Ouais, c'est possible. je suis au-delà des 100 et en dessous des 500. D'accord, ok, ça marche. Et aujourd'hui, c'est quoi ta manière de voir les choses, toi, entrepreneurialement parlant, pour oser aller chercher bah, le gap d'après pour ton entreprise? Est-ce que tu travailles davantage le dev perso et la spiritualité? Est-ce que tu vas chercher beaucoup de structure et beaucoup de traction? C'est quoi ta manière, là, tes étapes là, pour te dire, tiens, bah, le prochain step, voici les différentes étapes pour y aller? Euh, il y a une chose il y a deux choses là vraiment cette année, tu vois, que j'ai très conscientisé, c'est structure et délégation. Ok. Donc Quand structure, tu dis c'est-à-dire, structure, c'est... ouais, vas-y, je te laisse. structure, c'est les process. D'accord, ok. C'est Donc, avoir automatisation, process d'onboarding et autres. ouais, onboarding. Enfin, on a des process pour pas mal de choses, tu vois, des process de suivi client, des process de suivi prospect, des process webinaire, on a des process de création quand on crée des podcasts, on a des process quand on crée des témoignages, on a des process quand je fais une intervention pour venir créer des shorts, pour venir ensuite les mettre sur les réseaux sociaux, etc. Mhm. Et en fait, c'est faire des process pour tous ces aspects-là. Donc, on doit avoir un document qui doit faire, à l'heure actuelle, il doit peut-être faire une trentaine de pages avec des process, tu vois.
Ok. Donc quand tu parles de process et structuration, là pour l'instant tu nous parles juste de process, en gros, de l'organisation pour mettre en place les choses. Est-ce que tu as aussi le process de structure d'automatisation? C'est-à-dire que, est-ce que dans l'onboarding, par exemple, vous avez un système qui fait qu'à partir du moment que quelqu'un rentre dans votre écosystème, il y a plein d'automatisations qui vous permettent de gagner du temps Ouais. aussi? Ok. Tu vois, oui, oui, bah, tu sais, à la base, moi, je suis informaticien, donc je réfléchis aussi en termes de processus, J'avoue, hein, et j'avoue que je viens d'y d'automatisation. penser. Donc, tu vois, c'est quand un nouveau client va rentrer, euh, il y a certains emails qui vont partir et vers le client et vers mes équipes, un système de rab. Tu vois, un exemple. Quand un client nous envoie un témoignage, il va nous dire OK, Gaël, je suis OK pour te faire un témoignage. Donc, lui, il rentre dans une automatisation. Et 5 jours plus tard, il y a un, il y a un contact qui va se faire avec mon équipe pour vérifier qu'on a bien reçu le témoignage ou pas pour pouvoir aider la personne à le créer. Ok. Et ça, il y a des automatisations qui sont faites pour de l'augmentation de valeur long terme de clients. Et en fait, c'est qui a été construit petit à petit, tu vois. Ok. Donc ça, c'est pour la partie structuration. Ensuite, la partie délégation. C'est quoi les choses que dans ta structure, en tout cas, tu souhaites ou est délégable aujourd'hui pour toi te permettre d'aller plus loin? Pour moi, c'est bah là, avec ce que j'ai déjà. Donc, je vais pas compter, tu vois, genre le comptable qui va me faire la Ouais, comptabilité, ouais, bien sûr. etc. Parce que, enfin, je ne lui parle pas tous les jours. Mhm. Mais tu vois, ça va être avoir une assistante qui va Ok, m'aider à faire des tâches euh, qui, moi, m'aident énormément, tu vois, et je te donne un exemple, découper mes interventions que j'ai faites cette année en conférence, c'est un truc que je peux faire, que je sais faire, mais qui, moi, me distrait et m'éloigne de la partie commerciale. ok, Euh, ou des autres tâches, genre faire de la réconciliation comptable, aller retrouver toutes mes factures. Je suis tellement heureux quand elle le fait qu'elle me dit Gaël, on a besoin de telle et telle facture. Enfin, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Mhm. Et c'est en fait ces tâches-là qui sont chronophages et qui en fait ouais, sont assez pesantes. Ça, et puis ensuite une partie commerciale avec ce qu'on appelle des setters, donc des personnes qui vont recontacter et relancer mes prospects Mhm. pour obtenir des rendez-vous derrière. Ok. Mais il faut pas Et oublier, on est là. Tu sais, si on peut avoir ces deux casquettes, une de coach, une de vendeur, c'est un peu les deux casquettes à avoir dans un business, hein. Enfin, c'est coach. Enfin, ce que tu veux, c'est mhm. vendre, vendre et livrer ce que tu as vendu, tu vois. Ok. Et du coup, est-ce que dans la structure que tu as, est-ce que tu as aussi des coachs? Tu comptes déléguer aussi à des coachs pour développer ton activité? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose que tu souhaites garder ou que tu penses être inhérent à toi? Ça, c'est la prochaine étape, tu vois. Ok. C'est la prochaine étape parce que je vois, c'est quelque chose qui est. On a un process en place qui est solide. Et plus j'arrive, en fait, moi, à me détacher de me dire qu'il n'y a que moi qui peux le faire, et plus en fait ce sera porteur pour les clients et puis pour mon entreprise, tu vois. Ok. Aujourd'hui, c'est pas le cas. T'as pas de coach encore dans ta team? Pas encore, non. Ok. Est-ce que c'est quelque chose de difficile pour toi à déléguer? Enfin, je pense que c'est un vrai sujet, toi. Je vois beaucoup de personnes qui sont à peu près dans le gap, toi, et qui se disent, bah, est-ce que je peux déléguer le coaching? Est-ce que ça sera aussi bien fait? Est-ce que les gens viennent pas pour moi? Notamment pour les, toi, je me permets de partager ça, mais j'ai cette sensation, en tout cas, que notamment pour les personnes qui sont très connectées, euh, qui aiment la spiritualité, c'est-à-dire qu'on a quand même une sensibilité aux énergies, aux gens, un peu pas particulière, mais assez précise. Et j'ai la sensation qu'on a beaucoup d'entrepreneurs dans la spiritualité qui ont du mal à déléguer le coaching, par exemple, parce que on a cette patte un peu particulière. Est-ce que c'est ton cas aussi, ou est-ce que c'est parce que pour l'instant, t'as pas trouvé la personne qui te convient? Bonne question. Enfin, moi, je me vois, même si tu vois, j'utilise pas mal la spiritualité, ça fait partie des choses que je trouve puissantes. Et moi, moi, ce que j'aime bien, c'est dire c'est de la spiritualité pragmatique. Ouais. Comment utiliser ta T'es bien tombé. spiritualité? Hein? T'es bien tombé parce que c'est mon créneau, j'adore ça. Nickel.
Alors c'est pas que, enfin, c'est parce que j'ai pas vraiment commencé à chercher, tu vois. C'est plus quelque chose qui commence à germer dans ma tête en me disant, ouais, avoir d'autres personnes qui sont amenées à livrer va me permettre de servir plus de personnes. Parce que du coup, je peux m'atteler plus au commercial, etc., à la stratégie par rapport à l'entreprise, Mhm. autre chose, tu vois. Ok. Et on arrive sur les phases peut-être un peu plus avancées, mais aujourd'hui, est-ce que tu es sur le point professionnellement, est-ce que tu as l'impression en tout cas de devoir faire un nouveau pivot avec la structuration, avec l'évolution de ton business, ou est-ce que tu as la sensation que c'est juste une évolution classique de ton entreprise pour aller chercher le prochain palier? C'est-à-dire, Par exemple, là, de ce que tu nous partages, j'ai la sensation que ton business, il est en passe en tout cas de passer à un autre niveau en termes de structuration, en termes de chiffre d'affaires et autres. Est-ce que tu as la sensation en interne de devoir faire un nouveau pivot euh, pour aller chercher le gap d'après, ou est-ce que c'est exactement la même chose, mais avec une structure de masse? ça, C'est-à-dire c'est une plus bonne, d'acquisition. ça, c'est une bonne question parce que c'est un peu, tu vas voir entre guillemets, ce cul entre deux chaises, tu vois. Où il y a, alors, en termes d'offres et de positionnement, tu vois, ça fait partie, tu vois, du questionnement parce qu'on est très axé sur créer des offres haut de gamme. Ok, Mais au-delà de la création, on met en place également des systèmes de vente pour ces offres. d'accord. Donc, une fois que tu as créé ton offre, une fois que tu as compris et que tu sais en quoi tu es différent, que tu as créé une offre qui vient le montrer, ensuite, tu vas être visible pour vendre cette offre que tu viens de créer. Ok, C'est les étapes à suivre. Et donc, et comme on a créé des offres, les clients me demandent ah, et comment je la vends maintenant. Et donc, on est vraiment, et donc là, c'est aussi une question, c'est ce qu'on continue uniquement le focus sur l'offre à 100% en allant chercher des personnes voilà, qui réfléchissent à créer leur nouvelle offre et leur positionnement depuis 3 mois, 6 mois, qui sont en galère parce ils sont comme tout le monde. Mhm. Ou est-ce qu'on se positionne de manière plus méta en disant bah, on vous aide à vendre votre offre de gamme, tu vois. Ok, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et donc, c'est toute une question de, OK, est-ce qu'on reste là ou est-ce qu'on se décale un petit peu? ok. Et juste pour comprendre à peu près la structure de ton entreprise, aujourd'hui, ton offre, c'est du coaching individuel ou c'est du digital? Je pense qu'il doit y avoir peut-être les deux, mais euh, juste pour la comprendre rapidement, pour voir après comment tu peux l'emmener plus loin. En tout cas, comment tu comptes le faire. Ouais. J'ai deux types d'offres. L'offre va être la même au cœur, elle s'appelle Singularité, sauf qu'il y a D'accord? une modalité en individuel, où là on prend 2 clients par mois sur cet accompagnement où on va aider l'entreprise à exprimer son unicité, sa singularité, et une fois que ça s'est exprimé, à le packager pour le commercialiser, pour le vendre. D'accord, ok. Et ça, on le fait soit en individuel, donc on a 2 clients par mois, c'est limité. Et en groupe, on fait des groupes de 6 personnes maximum, où on démarre enfin, ça va dépendre là, tu vois, je pense que là, c'est à peu près tous les 3 4 mois. On a fait, l'année dernière, c'était un tous les 2 mois. Et D'accord. là, comme il y a eu d'autres choses qui se sont passées, c'est une année assez intense. Je me suis marié. Au mois de septembre, on fait le mastermind au sommet à l'Alpe d'Huez. Donc, c'est encore une fois, enfin, donc pendant Hmm. que je marquais de ça, enfin, je marquais pour autre chose. C'est Et vrai. donc, c'est pour ça, mais c'est un programme, tu vois, qui est. Ce que les gens me disent, c'est révélateur. Eux, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, il y a une phrase qui, pour moi, que j'ai donnée en conférence et qui a vraiment fait mouche avec les personnes qui étaient là, c'est que pour vendre, il faut s'autoriser à être voulu pour qui l'on est. Ok. Et souvent, les gens, ils sont quelqu'un d'autre, ils mettent des masques et ils pensent que pour être voulu, ils doivent être quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, nous, on fait en sorte de remettre l'église au milieu du village
et ils s'autorisent à exprimer pleinement qui sont. Tu vois, j'ai une cliente là, elle a une partie de sa carrière qui est dans les arts. Elle n'en parlait jamais. Depuis qu'elle a commencé à en parler, toutes les personnes auxquelles elle parle disent, mais ça fait tellement sens ce que tu dis. Mais elle, si elle le dit, ça marche. Mais si moi je le dis, ça veut rien dire, tu vois. Et donc, en fait, c'est important, tu vois, de s'autoriser ça pour fonctionner. Tu as tellement d'entreprises. Et qu'elles soient, parce que généralement, on bosse avec des entreprises qui font déjà au minimum, allez, entre 5 et 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois. D'accord. Et Donc, plus, tu vois. donc une boîte qui est déjà un petit peu établie sur le marché, quoi. C'est-à-dire C'est qu'elle ça, a trouvé ça, alors elle a au moins rencontré son marché, quoi. c'est elle est à la rencontre de son marché, elle sait vendre, elle a des prospects de manière régulière, mais elle sent qu'il y a un désalignement, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que le marché est trop large. En fait, nous, ce qu'on fait, ce qui se passe pendant le travail qu'on fait ensemble, c'est ils viennent chercher vraiment cette unicité et que ce soit une entreprise qui soit en phase de démarrage, enfin, qui soit à ce stade-là, ou des Mhm. entreprises déjà avancées qui font plus de 500 000 euros. Ok. Et elles vont avoir d'autres problématiques, d'autres enjeux, mais finalement, quand on fait tu sais, la somme de tout ce qui se passe, c'est la même chose qui est derrière. Tu vois, ce qui se passe quand un entrepreneur qui va être je dirais dans une entreprise qui est en croissance, une startup, tu vas avoir, euh, tu vas avoir plein d'offres parce que tu es en train de tester le marché. Et donc, Mhm. ce sur quoi on va les aider, moi, c'est ce que j'appelle les entreprises pieuvres. Elles ont essayé plein de trucs. Et si c'est des plus grosses entreprises, il y en a aussi en fait qui ont fait plein d'offres parce qu'elles se sont dit, bah, là, on a testé ça, ça, on l'a vendu à 10 personnes et on se dit, est-ce qu'on va le relancer l'année prochaine? Ça, c'est quelque chose qu'on a fait spécialement pour Noël et on se demande si on le relance. En fait, ils se retrouvent également avec plein d'offres éparpillées partout et c'est beaucoup plus galère à marketer. Et donc, en fait, moi, ce que je viens faire, c'est on revient les recentrer sur leur unicité, sur leur cœur de leur activité pour, pour que eux puissent vraiment s'épanouir et reprendre, enfin, et se remettre à accélérer, en fait. Ok. Et c'est très, très fort. Tu vois. J'ai des clients qui me disent qu'ils n'ont plus d'objection du prix, par exemple. Et là, c'est parce qu'on allait chercher cette valeur ajoutée que eux ont déjà. Parce que je pars du principe Mhm. que tous les entrepreneurs sont assis sur une montagne de valeurs énormes, mais qui sont inconsciemment compétents de ce qu'ils savent faire. Donc, ils savent le faire, mais ils savent plus qu'ils savent le faire. Tu vois. Et donc, pour eux, comme c'est normal, ils vont pas en parler. Alors que Mhm. pour leurs clients, pour leurs prospects, à eux, ils ne le savent pas. Donc, venir l'exprimer, c'est ce qui va faire toute la différence. Et ça, c'est ce que j'appelle le révélateur de valeur, où on vient révéler leur valeur au monde. Et c'est un peu comme si, tu vois, tu as un diamant brut à l'intérieur de toi, on vient l'extraire, on vient le polir, on vient le mettre sur un écran et le présenter au marché, tu vois, dans ta vitrine. Ok. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as osé être acheté pour qui tu es vraiment? Hein? Qu'est-ce qui fait que tu as osé, toi, vraiment être acheté pour que, enfin, qu'on vienne t'acheter pour ce que Et tu es vraiment? être voulu pour qui l'on est. Hmm. Ah, ça, je veux dire, ça, c'est du travail au quotidien. Ça, C'est ça a été simple ou pas? euh, c'est une bonne question. Alors, c'est en fait, c'est un process qui a été fait petit à petit, tu vois. Donc, est-ce que ça a été simple? Il y a des trucs plus simples, tu vois. Mais c'est un process, ouais, c'est de la prise de conscience à faire au quotidien, tu vois. Et ça fait plus de 10 ans que je fais ça, 12 ans. Ok, à mes yeux, c'est une pépite ce que tu viens de nous dire. Ok. C'est, en fait, on a quand même beaucoup de personnes qui se lancent en entrepreneuriat où ils sont et qui, entre guillemets, encensent leurs mentors, les personnes qu'on voit sur les réseaux. Enfin, moi, j'estime que Ouais. je connais la qualité de ce que tu fais. Euh, il y a des gens qui peuvent peut-être te regarder en disant, waouh, franchement, il va trop vite, ça a l'air d'être simple pour lui. Là, tu viens de nous partager en toute humilité, je pense que c'est un véritable cadeau pour tout le monde, que bah, ça fait aussi 10 ans que tu es sur ce parcours de développement personnel, de développement entrepreneurial et autres, et que finalement, ce qui paraît simple pour les gens, c'est peut-être 10 ans aussi d'entraînement pour devenir cette personne. Ouais. Et je trouve ça assez,
assez intéressant. Alors, je trouve intéressant aussi pour moi aussi de me dire, bah, en fait, on est tout le temps en train de s'entraîner, tout le temps en train de grandir, et il y a des choses qui nous paraissent difficiles aujourd'hui qui nous paraîtront simples demain. Et c'est pas parce qu'on regarde nos mentors, hein, j'en ai plusieurs, hein, et qu'on se dit, ouais, ça a l'air d'être simple pour eux, donc comment ils ont fait? C'est pas parce que c'est simple pour eux que c'est simple au premier abord. Ah, c'est clair, c'est sûr. Ouais. C'est un de mes C'est, mentors disait, si on me dit I'm an overnight success, donc un succès qui s'est fait à travers la nuit, il me dit ouais, et ça a été la plus longue nuit de ma vie. Et ouais, c'est ça, donc c'est pas de. C'est un process, tu vois, dans lequel aller, mais tu sais, tu vois assez facilement des personnes qui vont te promettre des choses et d'autres de facilité, de rapidité, etc., etc. Mais il faut pas oublier non plus. Alors oui, oui, c'est vrai que quand tu te fais accompagner, tu te fais accélérer tu accélères le processus Mhm, énormément. Tu vois, enfin, moi, si c'est ça, c'est je me suis fait accompagner, j'ai pas tout fait tout seul, tu vois. mhm. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que nous, quand on est avec nos clients, on a, enfin, je pense à une cliente en particulier qui nous a dit que avant, ça faisait 5 ans qu'elle cherchait son positionnement, là, elle l'a trouvé au bout d'un mois, tu vois. Et oui, c'est un mois là, mais il y avait 5 ans avant où elle tourne en rond, etc. J'ai une autre cliente, elle m'a dit, Gaël, ça fait un an que je remplis mes carnets pour trouver mon unicité, ce que je fais, etc. Ce que je viens chercher auprès de toi, c'est devenir ancré tangiblement. Et là, du coup, en quelques mois, elle a trouvé ce qu'avant, elle passait un an à tourner autour du pot. Et tu vois, il y a C'est une. c'est un Ouais. bon partage aussi, ouais. En fait, tu vois, il y a une chose aussi, c'est de se dire que souvent, les gens, et il y a certaines entreprises, je ne dis pas que c'est toutes, c'est comme ça, je dis, il y en a certaines que j'ai au téléphone. Les gens, ils vivent comme si. Alors, il y a deux choses. C'est soit ils se disent qu'ils ont des ambitions, mais réellement, ils les ont pas vraiment. Ok. Et quand ils disent, ouais, c'est. Tu sais, moi, je les ai au téléphone, je dis, ouais, c'est le bon truc, c'est intéressant, mais je vais essayer tout seul plus tard, machin truc. Et 6 mois plus tard, j'ai un contact qui sont au même point. Moi, je me pose des questions, tu vois. C'est qu'est-ce qui fait que ils ont fait du surplace pendant 6 mois et qu'ils n'ont pas forcément avancé? Est-ce qu'ils ont eu. Est-ce qu'ils veulent vraiment ce qu'ils disent qu'ils veulent? Deux, est-ce qu'ils m'ont raconté des conneries? En fait, ils ne sont pas intéressés par ce que je propose. Mhm. Ou trois, est-ce qu'ils pensent que la vie est finie et qu'ils disent, bah, ça va, j'ai le temps, je vais faire ça plus tard, tu vois. Et je pense que c'est réussir à vivre avec une certaine vélocité qui est important également. Ouais, je comprends. Je voudrais avancer un petit peu sur la fin de cette interview, mais tu disais que tu te faisais coacher, et je pense que Oui. moi-même également, donc tout le monde le sait, et je pense qu'en général, ça se voit. Euh, Est-ce que tu as des mentors aujourd'hui euh, qui t'aident dans ton développement? Alors, pas forcément les gens qui te coachent, hein, mais quels sont par exemple les mentors aujourd'hui qui t'inspirent ou qui t'aident à évoluer dans ton parcours d'entrepreneur, d'homme, dans ton développement personnel et spirituel? Ok. Alors, spirituel, c'est rapide parce que ça fait un moment. Tu as Sadhguru, que j'aime beaucoup. Ok, Pendant quelques années, j'étais avec un yogi également qui est décédé il y a quelques mois, au mois de mars. ok, J'y avais aussi, là, plus récemment, j'ai découvert quelqu'un enfin, qui canalise que- une entité qui s'appelle Bachar, que je trouve vraiment extraordinaire. Donc, c'est principalement ça sur le point de vue spirituel. Sur le point de vue business, j'aime bien Gary Vee. ok, J'aime bien Grant Cardone aussi sur certains tips qu'il a en termes de vente. Ensuite, c'est un de mes mentors dans des premiers accompagnements que j'ai fait qui s'appelle Daniel Priestley de Dent, qui est en Australie. ok. J'aime bien. Sur le marché français, il y en a un aussi que j'aime bien, c'est quelqu'un qui s'appelle David Véninck. Je trouve que Oui, c'est très intéressant ce qu'il fait, sa manière de présenter les choses. on est d'accord qu'il travaille beaucoup sur l'acquisition. Ouais. Ok. Là, c'est pour resituer ce que je l'ai connu quand il travaillait avec Julien Musi.
Ok. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai l'impression que, hormis David, tu es beaucoup sur le marché américain ou anglophone. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu trouves en particulier sur le marché anglophone et américain que tu trouves pas en France, en francophonie? Et c'est pas du tout une question pour voir qu'est-ce qui nous manque en francophonie, mais c'est juste voir l'écart qu'est-ce qu'il y a de plus là-bas, en tout cas dans leur manière d'être. Euh, Bah, moi, en fait, j'ai commencé en Angleterre. Enfin, moi, tu sais, j'ai vécu 13 ans en hmm, Angleterre. Donc, j'ai d'accord. baigné là-dedans. Et, Ok. euh, et c'est plus facile pour moi de l'avoir en anglais. Enfin, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé sur le marché français quelqu'un, enfin, beaucoup de personnes, tu vois, qui apportaient quelque chose de similaire, tu vois. Et qu'est-ce qui, par exemple, Gary Vee, moi j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que toi t'apprécies chez lui, euh, dans ce que tu en retires en tout cas? Ouais. Que le gars, au-delà du marketing et de la vente, tu vois qu'il y a une mission qui est derrière, tu vois. Tu Ok. vois que quand il parle de l'éducation du futur, en fait, c'est le mec, il a une vision globale qui est juste extraordinaire, tu vois. Et c'est une vision c'est genre, il a une vision du futur, en fait, il apporte des clés de compréhension du monde, de décodage du monde. Je suis pas forcément d'accord avec tout, Bien sûr. mais je trouve qu'il a une réflexion qui est intéressante, tu vois. Ok, moi je vois ce que tu veux dire. En gros, c'est qu'ils ont des réflexions qui te permettent d'avancer. Truc sur lequel je voudrais revenir et que je trouve vraiment cool que tu le partages, parce que je trouve que c'est pas assez partagé. C'est, tu as dit, en gros, je suis pas d'accord avec tout, mais il y a des choses sur lesquelles ça me porte. Et je trouve ça super cool parce qu'en gros, c'est remettre aussi l'église au centre du village. Je veux dire, en fait, c'est pas parce que tu as un mentor que tu es obligé de boire ses paroles et d'être OK avec tout. C'est-à-dire que on peut avoir des mentors et se dire, bah, ça me convient, ça me convient pas, et c'est OK de toujours le conserver comme mentor. Mhm. Donc, je trouve ça vraiment appréciable de voir ta gymnastique et que tu emportes ton unicité d'esprit critique tout le temps avec toi. Merci. Ok pour ça. Écoute, on arrive sur la fin de cette interview. Moi, j'ai deux, trois petites questions en général à poser à la fin. La première question que j'aime bien poser, c'est quel est l'achat à moins de 30 euros qui t'a apporté une transformation phénoménale? Enfin, phénoménale à tes yeux. Importante ou ça t'a vraiment marqué? L'achat à moins de 30 euros. Moi, ce qui me vient, c'est un livre, tu vois. Ok. Est-ce que tu as un livre en particulier en tête? Bah, celui qu'on a tous les deux derrière nous déjà, là, sur Ouais, l'offre à il est 100 top. millions de dollars offert. Ouais. Ça a été vraiment un game changer, tu vois. En fait, Et, c'est comme ça que je suis arrivé à créer des offres, hein. C'est, moi, j'avais passé 3 mois à galérer où ça vendait pas comme je voulais. Et on me disait, ouais, plus tard, je vais vérifier, je vais regarder, machin truc, machin bidule. Et donc, je me dis, ouais. En fait, avant, moi, je me disais, mais l'offre, en fait, si t'as un bon marketing, l'offre, on s'en fout, tu vois. Et là, tu vois, j'ai arrêté de. En anglais, ils disent suspend your disbelief. Arrête en gros, c'est suspends tes croyances limitantes, tu vois. Et donc là, j'ai arrêté, j'ai fermé ma bouche et j'ai acheté le livre. Et là, je suis rentré dans un univers, moi, qui m'a passionné. Et je parlais à des personnes qui étaient. Enfin, comment ça s'appelle? Je vois des gens autour de moi qui me parlent de l'offre, de l'offre, de l'offre. Et donc, en fait, j'ai absorbé le livre. Je suis un informaticien, donc j'ai créé des process avec, parce que c'est un truc qui m'inspire. Et j'ai ajusté mon offre et je crois, dans les 4 mois qui ont suivi, j'ai fait globalement autant que dans les 12 mois précédents, tu vois. ok, ça s'est réglé. Donc ouais, c'était top. Et ce qui s'est passé, moi, ça a fonctionné pour moi. Donc je disais à mes clients, bah écoute, j'ai fait ça, essaye. Et eux avaient les mêmes résultats. Ok. Et après, les gens ont commencé à me payer pour que je leur montre comment faisais. Bon, il n'y a pas que ce que Alex fait, il y a aussi d'autres entrepreneurs. Tu vois, il y a Dan Kennedy que je trouve absolument extraordinaire, Frank Kern également. Et,
enfin, qui m'ont inspiré dans la création d'offres. Tu vois, c'est toujours Hmm. d'aller chercher des bribes à gauche, à droite, de OK, comment Mhm. je peux venir ajuster? C'est genre un petit millimètre qui va faire la différence. Et, euh, et ça a été, tu vois, un livre qui a été vraiment un gros game changer pour moi. Tu Ok. Euh, une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire au Gaël il y a 7 ans? Là, si par exemple, tu aurais pu lui envoyer un mail autoprogrammé à 7 ans en avance, qu'est-ce que tu aurais bien aimé lui dire? Sur son parcours, ou un petit message vois. d'encouragement, un truc, quoi. Peu importe ce que c'est. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, détache-toi plus rapidement Ok? de tout ce que tu crées, de tout, enfin de, de ce que tu as créé, de l'argent que tu as généré, des prospects qui disent oui après qui disent non. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand tu te détaches, moi, ce que j'ai trouvé, c'est là où tu ouvres la voie à quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment, vraiment magique. Ok. Et je pense que toutes les personnes qui écoutent encore le podcast, là, je peux le prendre pour vous. Vraiment. En général, c'est assez simple. Ok. Euh, j'ai pas d'autres questions. J'avoue que je suis assez bluffé par l'interview. Je savais pas où est-ce qu'on allait aller. Je sais pas si ça au début, mais il y a énormément de pépites, qui soient autant dev perso, business. Je pense que ça va aider vraiment beaucoup de personnes. Moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas, aussi. Je sais que ce podcast-là est un podcast, c'est un espace pour moi et pour les gens. Et j'essaie aussi de mettre en lumière des entrepreneurs que moi je vois, que je ressens et que je me dis que ce serait bien que les gens les découvrent davantage. Donc, il y a énormément de pépites. Je pense que je vais les réécouter quelques fois pendant mes footings pour réintégrer tout Merci. ce que tu dis. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que les gens, et je mettrai de toute façon tout en lien, où est-ce que tu as envie qu'on te retrouve en particulier pour qu'on puisse voir bah, comment tu travailles ou découvrir ton univers? Rejoignez-moi sur LinkedIn. Ok, d'accord. Que sur LinkedIn? Revenez sur les LinkedIn après si vous voulez aller sur les autres réseaux sociaux, je les ai aussi, mais LinkedIn en priorité. D'accord, ok. Et si quelqu'un est intéressé par travailler avec toi, c'est pareil. On va d'abord sur LinkedIn, on discute et ensuite on voit le process. C'est ça, vous venez sur LinkedIn et puis si c'est quelque chose qui les intéresse, qui sont intéressés par venir creuser, comment venir bosser avec moi, contactez-moi sur LinkedIn. Je vous répondrai et puis on pourra prendre un temps de qualité pour échanger sur votre problématique, sur votre thématique business. Ok. Alors moi, j'invite tout le monde à vraiment se questionner sur tout ce que Gaël a pu nous partager. Ça va nous amener dans son sens critique. On va essayer de prendre un petit peu de ce qu'il nous a partagé aussi. Et si vous faites partie des personnes qui aujourd'hui ont soit une offre, soit vous réfléchissez peut-être à la construire et que vous vous dites comment aujourd'hui je peux vraiment soit me démarquer ou trouver ma patte unique, je pense que sur le marché francophone aujourd'hui, marché anglophone, je ne le connais pas. Je pense que c'est la meilleure personne que vous puissiez trouver euh, parce qu'il a cette patte à la fois marketing, à la fois vente, à la fois développement personnel et spirituel, même si on imbrique les deux ensemble, qui est assez unique dans son approche. Donc, si vous vous sentez à l'aise avec lui, je pense que moi, je vous invite en tout cas personnellement, et je m'y engage à vous dire, allez discuter avec lui, il y a certainement quelque chose pour vous. Voilà les amis, on arrive sur la fin de cette interview. Pour ceux qui sont encore là, vous pouvez mettre un pouce si vous êtes sur YouTube ou bien sûr 5 étoiles sur les espaces de podcast. Et moi, je vous invite à faire une chose, c'est de nous partager en commentaire ou alors en DM à l'un ou à l'autre. La seule chose que vous allez retenir de ce podcast et comment vous allez l'appliquer dans votre vie ou dans votre business. Je sais, vous me trouvez chiant, j'ai des gens qui me l'ont dit. Pourquoi une seule chose? Parce qu'il y a quand même énormément de pépites dans l'interview. Donc à un moment donné, si vous avez tout appliqué, il y a de grandes chances que vous passiez un petit peu à côté. Donc prenez une seule chose et appliquez-la dans votre business. Voilà les amis, merci beaucoup Gaël pour cette interview et je retrouve tout le monde pour la prochaine bientôt. Ciao. Merci Alexis. Ciao. Ok. Ah. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose,
Dis-nous en commentaire, qu'est-ce que tu retiens de ce podcast? Et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.